Bonjour, c'est Macaire Baron de la Gazette de Rennes-le-Château. Je suis avec l'éminent Paul Saucez. Vous avez publié donc la crypte oubliée. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à vous intéresser à Rennes-le-Château et à ses mystères? Mais écoutez, voilà, en fait, ce livre, c'est l'histoire de 25 ans de recherche sur le mystère de Rennes-le-Château. Donc, j'ai appris l'existence de Rennes-le-Château en 97. Je passais les vacances dans les Corbières, dans le fameux livre L'énigme sacrée. Mais je l'ai lu en anglais, parce que je suis bilingue français-anglais. Je vois qu'on parle de Rennes-le-Château. Je constate que c'est à 90 km de là où nous étions. On fait le voyage. Je débarque à Rennes-le-Château et c'est de là que ça part. Donc, en 97, la librairie était tenue par Sonia Moreau, euh, qui est devenue une amie par après. J'ai fait une première moisson de quelques ouvrages qui paraissaient assez intéressants. Et en rentrant, ben, j'ai passé le reste de l'année 97-98 à m'informer sur le curé Béranger-Saunière et sur le mystère qui l'entoure. Voilà, ça a commencé comme ça. Et vous êtes intéressé donc au trésor matériel de la crypte, mais surtout vous êtes remonté dans l'histoire Mais assez loin. le constat que j'ai dû faire assez rapidement, c'est que, bon, il y avait énormément de livres qui avaient déjà été à l'époque écrits sur Rennes le Château, mais très peu de ces ouvrages se sont intéressés à l'histoire du lieu. Il y avait bien sûr l'ouvrage de, comment s'appelle-t-il encore, Rennes et ses derniers seigneurs Mhm. des KDS. J'ai lu aussi l'ouvrage des époux Captier, Corvée Captier. Là, bon, ça donne, je dirais, un aperçu de, de l'histoire récente, de l'histoire récente. Euh, j'ai aussi pu acquérir le, comment dire, le compte rendu scientifique de, qui avait été fait sur l'Église par Brigitte Lescure. Mhm. J'ai pu rencontrer Brigitte Lescure à plusieurs reprises. À un moment, elle est tombée malade, elle a eu une maladie d'Alzheimer, ce qui fait que bon, elle était un peu désorientée. Et quand je l'ai vue à ce moment-là, elle était en plus sortait d'une agression. Bon, c'était fort, fort dommage. Euh, et elle m'a montré, là où elle habitait à Narbonne à l'époque, et elle m'a montré ses archives. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une, beaucoup plus de matière qu'elle n'en a en fait publié dans son mémoire. Et bon, comme elle semblait démunie, je lui ai proposé de racheter ses travaux. Mhm. Elle allait y réfléchir, mais malheureusement, bon, cette personne est décédée en 2014 et je n'ai pas pu avoir accès à. C'était certainement un trésor de recherche historique. Et c'est vrai que un livre qui vous a beaucoup intéressé, c'est l'Histoire générale du Languedoc, c'est 8000 pages. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit que voilà, il fallait que je me documente historiquement, parce que très peu d'auteurs beaucoup ont fantasmé sur le mystère de Béranger Saunière, le trésor, etc. Mais très peu de ces ouvrages sont appuyés sur une documentation historique. Bon, donc, je, j'ai fait l'acquisition d'une réédition de cet ouvrage qui avait été écrit donc, euh, au XVIIIe siècle. Et effectivement, c'est l'édition en 15 tomes qui a été Ouais. publiée chez Latour. Ça remonte déjà à un certain nombre d'années. Et j'ai fait le compte, il y avait effectivement à peu près Ouais. 8000, je sais pas, Ouais. 8000 pages. Et il m'a fallu 6 mois pour tout lire. Donc, euh, voilà. Et je dois dire que dans ces 8000 pages, on a évidemment une vision, je dirais, beaucoup plus précise de l'histoire du Languedoc en général, mais de Rennes-le-Château en particulier, c'est assez épars. Il n'y a pas énormément de références. Donc, j'ai pu chercher, préciser un petit peu la chose dans d'autres ouvrages anciens. Et Fétier aussi. C'était des gens. Bon, oui, oui, il y a Fédier aussi. Bon, mais ça, c'est le 19e siècle, Ouais. mais voilà. Bon, Il y a Jean des Bras. Fédier, il s'est un peu. Enfin, Fédier a voulu glorifier un petit peu, je dirais, la région et il s'est un peu fourvoyé dans. Bon, ça, je l'ai remarqué. Mais donc, il y avait d'autres ouvrages encore beaucoup plus anciens, Guillaume Besse, ça date du XVIIe siècle, etc. Et là, il y a
un paragraphe qui m'a énormément intéressé dans cet ouvrage. Guillaume Besse dit voilà que à l'époque des Wisigoths, le, comment dire, l'archevêque de l'évêque, pardon, c'est un évêché, c'est pas un archevêché, l'évêque de Carcassonne, dont le nom est Sergius, a trouvé refuge dans le Razès, et il faut comprendre que c'est Rennes-le-Château, avec, comment dire, tous ces chanoines, ça représente quand même une vingtaine de personnes, c'est clair et autres. Bon, il y avait probablement une centaine de personnes et qui s'est réfugié à Rennes-le-Château avec très vraisemblablement le trésor de sa cathédrale. Bon, il n'était pas question, effectivement, puisqu'il était persécuté par le roi Lévigite, qu'il laisse ses richesses à la portée de ce prince wisigothe. J'estime que c'est un ouvrage absolument indispensable pour tout quiconque veut s'intéresser de façon tout à fait sérieuse à l'affaire de Rennes-le-Château. Donc il faut quand même. Claire Corbu est la fille de Noël Corbu, donc ces gens ont connu, elle-même a connu Marie Desnarnaud. Bon, ils ont connu les contemporains de la Buissonnière et ce qu'ils disent, ce qu'ils relatent dans leur bouquin est pour moi tout à fait important et primordial si on s'intéresse à cette affaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi justement dans la crypte, c'est l'idée qu'il y a des inhumations. Alors là, on remonte à 1789. Mais voilà, Et donc là, c'est aussi l'objet de vos recherches. oui, mais donc dans l'ouvrage de Claire Corbu et Antoine Captier, il y a Claire qui a souligné presque en passant quelque chose qui me paraissait tout à fait intéressant. Elle dit voilà, comme il y a le tombeau des seigneurs, assez clairement, ce sont des barons ou de poules qui occupaient des lieux depuis le XVe siècle, enfin, qui sont très vraisemblablement, pas tous, mais une bonne partie enterrés là. Mais elle dit, comme il y a des personnages qui ne faisaient pas partie de la famille O'Toole, qui ont été enterrés, notamment au XVIIIe siècle, au tombeau des seigneurs, il faut en déduire que ce tombeau est assez vaste pour contenir probablement peut-être sans doute plus d'une vingtaine de sépultures. Et donc ça m'a fortement frappé. Et je me suis dit, bon, donc il doit y avoir quelque part une cavité sous l'église qui est vaste en fait. Et ce qui a été en partie prouvé quand j'ai accompagné le professeur Eisenman qui a fait donc, pas des fouilles, mais procédé à des éco-sondages dans l'église et ailleurs aussi d'ailleurs. Et le matériel qu'il a employé, enfin que c'est ici employé, était un matériel qui ne pouvait détecter rien de précis au-delà d'1,50 m de profondeur. Bon, alors j'ai convaincu le technicien de régler son appareil à 5 mètres de profondeur, mais il ne s'agissait pas, comme lui souhaitait, de trouver un objet, n'importe. Je dis ça, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est voir s'il y a une cavité. Ce qu'il a fait, donc il a parcouru derrière l'autel en arc de cercle, donc il a suivi la forme du chevet, voilà, sur, comment dire, sur une distance d'à peu près 6 mètres. Et il m'a fallu 20 mois pour obtenir, je dirais, les graphiques comment dire, de cet éco-sondage que j'ai transmis immédiatement à un bureau en Belgique spécialisé et qui, dans ses conclusions, me dit, bon ben voilà, dans ce graphique-là particulièrement, il n'y a presque plus d'écho en dessous de 3 mètres et ça se prolonge, il n'y a pas d'écho jusqu'à 5 mètres qui est la profondeur de réglage. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est clairement en dessous du cœur, il y a une cavité. Et pour moi, ça ne peut être que, effectivement, le tombeau du Seigneur. Et c'est là que vous avez commencé aussi vos sollicitations vers Adrac. Mais en fait, je n'ai pas directement moi-même sollicité la DRAC. J'étais, je dirais, relativement étonné quand, professeur 2008, je reçois un courrier de la mairie qui me mandate, Ah oui, oui. qui me mandate pour établir un dossier de demande d'autorisation de fouille. Bon, j'en étais totalement abasourdi.
Et je me suis dit, bon, ben, ok, ça peut être tout à fait intéressant si effectivement la commune veut procéder à ce genre d'opération. Je contacte l'archéologue qui est Marie-Élise Gardel, qui est l'archéologue vedette de l'Aude, hein, qui a travaillé à l'Astour et à beaucoup d'autres endroits. Je la rencontre, je lui fais part, je dirais, de mes propres recherches, je lui fais part des échosondages, etc. De, et elle trouve ça tout à fait intéressant. Donc oui, en principe, elle est d'accord pour m'accompagner et être l'archéologue de l'opération. Bien, je monte des réunions avec la mairie, mais très rapidement, et je ne sais pas pour quelle raison, bon, la mairie, le maire, en l'occurrence Alexandre Pingot, s'est assez rapidement désintéressé de la chose, alors qu'il m'avait mandaté. Bon, est-ce que les, les contraintes administratives que la DRAC impose ou a voulu imposer, parce qu'il y a des autres contraintes, oui, je comprends, techniques administratives, est-ce que ça n'avait pas un peu, je dirais, d'écouter et s'est dit, bon, j'abandonne sans qu'il me l'ait dit. Hein. Bon, mais il ne montrait pas d'enthousiasme. Et finalement, ça a duré à peu près 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Et ça n'a abouti à rien. Et finalement, ben, j'ai dû abandonner l'affaire. Et voilà, ça n'a pas été que comme ça. Bon, Cholet est arrivé en se réclamant là, d'une autorisation de l'évêché. Bon, il a véritablement décarné toute l'église. Et il dit, je n'ai trouvé que des vestiges de tombeaux anciens. Et c'est assez normal, puisqu'on enterrait dans l'église, à l'époque, au XVIe, XVIIe siècle, même XVIIIe. Bon, il n'a rien trouvé de particulier. Il a trouvé, non, ce qu'on appelle la pièce secrète, qui est cette espèce de petite absidiole en quart de cercle qui est, comment dire, qui est accolée au presbytère. Il dit, j'ai vu le départ d'un arc de décharge qui pourrait indiquer sans doute comment dire, un accès vers le sous-sol, donc vers le tombeau de ces Bon. J'ai même été jusqu'à interroger Maître Gastu, qui avait consigné toutes les recherches faites par Cholet, qui m'a dit oui, oui, effectivement, Cholet m'a appelé, j'étais dans ce petit local et je l'ai vu. Bon, maintenant, on ne le voit pas parce que ça a été remplayé. Le niveau du sol qui est actuellement n'est pas celui qui existait du temps de Cholet. Mais donc, effectivement, oui, il y a pas mal de choses plus ou moins intéressantes qui ont été faites. En 1978, il y a eu des recherches par Brigitte Lescure de l'Université de Toulouse, Oui, et aussi un professeur, c'était Marcel Turlia. oui, Turbiac, oui. Donc, ce qui me parlait aussi de ces recherches, de leurs recherches. Mais donc, c'est intéressant et très peu connu. mais oui, très peu connu, parce que, bon, donc effectivement, pour moi, c'est la seule recherche, je dirais, scientifique qui a été faite par une étudiante, ok, d'accord, mais quand même, c'est pour son mémoire de maîtrise en archéologie, sous la supervision, comme vous l'avez souligné, de Marcel Durlia, qui est un éminent personnage, donc voilà. Mais le problème avec Marcel Durlia, pardon, oui, c'est que quand il avait une pièce où il ne savait pas très bien la situer, que ce soit dans une église ou ailleurs, mais dans une église, un panneau, comme par exemple la dalle des chevaliers, oui, c'est une pièce de chancel. Le chancel étant cette séparation physique qui existait longtemps entre la nef et le chœur. Mais j'ai lu beaucoup de choses que Marcel Duria avait écrites, et chaque fois, il est question d'un élément de chancel. Mais je ne crois pas du tout que bon, cette dalle de chevalier soit un élément de chancel. Mais donc, voilà, c'était un travail tout à fait intéressant. Elle a, dans son mémoire, il y a même un plan de l'église. On voit que cette église n'est pas toute droite, elle est même complètement bancale. Bon, donc, ce qui me fait dire qu'elle l'a relevé, elle, ou avec l'aide de géomètres, de façon assez précise. Elle a daté les différents éléments. Là où elle m'a dit elle a voulu dater l'église de l'époque carolingienne parce qu'elle trouvait, je
je pense qu'elle a raison, elle trouvait que bon, l'ancien bénitier, qui était cette cuve qui est actuellement à l'extérieur, qui sert de jardinier, que les. Ça, c'est, pardon, ça, c'est pas les bénitiers, mais il y avait deux bénitiers qui ne sont plus là. La cuve qui était des fonds baptismaux, voilà. Et d'autres éléments lui faisaient absolument penser que ces éléments dataient de l'époque carolingienne et pas plus tard. Bon, je pense aussi qu'elle a parlé de l'abside, qui est on peut dater, à cause des bancs, ce qu'on appelle les bancs lombards, on peut dater effectivement de l'époque carolingienne, mais je pense que, on le voit d'ailleurs, l'appareillage des moellons est complètement différent des moellons de la nef. Et que donc, et ça semble avoir été rajouté à la nef. Et donc, que la nef, et donc l'église est beaucoup plus ancienne. Par géomètre, je pensais à un certain Alain Ferrat qui était un penteur, on va dire, pas officiel, mais officieusement, qui a arpenté, mesuré tout. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces travaux? Mais bon, j'ai beaucoup parlé avec un Ferrat, donc il a, comment dire, il a fait un bouquin qui est extraordinaire. Oui, et c'est du rêve. voilà, c'est ça. Et c'est des dessins super détaillés de toute l'église, des façades, de l'intérieur. Enfin, c'est un travail colossal et c'est extrêmement précis. Donc, maintenant, Alain Ferrat est connu pour avoir émis cette hypothèse qui, à mon avis, tient la route, qui a en fait deux églises. Il y a l'église Pierre qu'on connaît, et puis il y a un tracé. Oui, non, non, non. Il y a le tracé, enfin là où il y a le jardin devant l'église avec le calvaire, la statue de Notre-Dame de Lourdes, et comment dire, qui est qui est parallèle à l'église physique, à l'église entière, et qui est un tracé au sol, peut-être que Saunière a voulu le faire comme ça. C'est intéressant, mais au-delà de ça, ça ne va pas plus loin que ça. Moi, j'ai un peu fouillé le sujet, effectivement. Alors, de deux choses l'une. Bon. Ou bien, effectivement, cette épitaphe a été gravée par comment dire, par un sculpteur un peu instruit. Et donc, à l'époque de la mort de Marie de Ney, en 1781, avec ou sans, je dirais, la complicité de l'abbé Bigon, qui était le curé de l'époque, c'est une chose. Ou alors, il y a le relevé qui existe et que tout le monde connaît, qui est un relevé qui a été fait par des membres de la Société d'études scientifiques de l'Aude, notamment un certain Élie Besser, voilà, et qui donne, alors que dans le compte-rendu de leur visite, il dit voilà, on a trouvé une dalle grossièrement gravée, brisée en son milieu, alors qu'en fait, il en donne une reproduction qui est très nette, très précise. Alors, certains, et notamment de Sèvres, disent que la Bessonnière aurait effacé la dalle, enfin la stèle originelle, l'aurait recomposée avec des fautes d'orthographe qu'on connaît. Bon, alors, est-ce que c'est la première version, le graveur maladroit de 1781? Est-ce la version de 1905, Saunière ayant recréé une épitaphe avec la complicité d'Élie Besser? Je ne sais pas. Ça peut être un anagramme codé Voilà. très complexe, comme Berger pas compassion. Oui, alors, bon, alors là, effectivement, on commence à entrer, je dirais, dans un domaine un petit peu spécieux, parce que, voilà, on peut effectivement, je vous dis, on peut, en partant de l'épitaphe, donc, qui d'ailleurs ne comporte que 119 lettres, parce qu'il fallait rajouter les 9 lettres qui ne figurent pas dans le PS, Praïco, 9 lettres de plus. Faire 128 lettres, 2 fois 64, 2 échiquiers, blablabla, etc. Bon. Alors, quand on voit effectivement, quand on lit le bouquin de Chaumeil, dans lequel il donne, sous la plume de Chérizet, la façon dont cette épitaphe a été composée, c'est d'une complication absolument
c'est diabolique, c'est invraisemblable. Comment un esprit humain. Bon. Mais moi, ce que je crois, c'est que, en fait, vous prenez ces épitaphes, vous prenez les 119 lettres, vous rajoutez les 9 lettres supplémentaires, et vous faites comme au jeu de Scrabble. Vous avez, au jeu de Scrabble, vous avez 100 lettres, plus de jokers, et vous pouvez commencer à composer. Voilà. Alors, ici, on objectera que dans le jeu de Scrabble, la récurrence des lettres est proportionnelle à la fréquence de ces lettres dans la langue française. Vous avez plus de lettres dans l'épitaphe, puisqu'il y en a 119, ou 128 si on veut, mais la récurrence n'est pas celle de la langue française. Mais par contre, vous avez des lettres comme I, V, C, M, etc., qui peuvent être combinées et former des dates, ou oui, en fait, des dates. Bon. Donc, partant de là, ben, moi, je me suis même essayé à ce petit jeu. Hein, je prends les 128 lettres et je commence à composer. Et je suis arrivé à des résultats tout à fait intéressants. Très curieusement, il y a plusieurs façons, plusieurs solutions. Voilà. Il se fait que, je ne sais pas, moi, Chérizet est arrivé à Bergère, pas de tentation. Comment il est arrivé, je n'en sais rien, mais de là, voilà, tout le mystère est parti de là. Mais oui. Est-ce que la Baby Goo n'aurait pas voulu laisser un code secret avant de partir en 1790, justement, pour les autres suivants? Non, en fait, non. Non. Pas en créant une épitaphe. En revanche, Bigou, comme ses prédécesseurs, savait qu'il y avait le tombeau des seigneurs et que ce tombeau, il y avait plus que des sépultures. Bon. Et il a laissé un message à l'attention de ses successeurs dans ce qu'on appelle le fameux balustre, que toute la communauté des chercheurs désigne comme étant le, le pilier qui soutenait la chaire. Et ben moi, j'ai examiné ce balustre sous toutes les coutures quand il était encore chez les époux Captier au domicile de Carcassonne. Pour moi, ce balustre ne pouvait en aucun cas être destiné à supporter une chaire. Il n'y a aucun dispositif, je dirais, de menuiserie, tenant, embrèvement, mortaise, qui aurait pu tenir et fixer solidement quelque chose au-dessus. Bon. Par contre, je pense que ce balustre était, avant les travaux de Saunière, dans l'église, était le piédestal de la statue de Saint-Antoine de Padoue. Et que c'est la raison pour laquelle Saunière a mis Saint-Antoine de Padoue en exergue dans son église. Voilà, il est monté sur un pavois tenu par des anges, le tout encore posé sur une colonne avec encore, disons, des sculptés. C'est absolument fabuleux. Il a voulu sans doute remercier Saint-Antoine. Et comment dire, cette statue se distingue tellement nettement des autres, et notamment de celle de la patronne de l'Église, Sainte Marie-Madeleine, qui, elle, est simplement comme les autres, accolée au mur. Pour moi, ah oui, il faut que j'explique une chose, c'est que donc, j'avais remarqué, ça c'est un souvenir, je dirais, d'enfance, quand j'étais à l'école des Jésuites que je fréquentais à Bruxelles, les enfants perdaient à la récréation, ils perdaient des gants, ils perdaient des cartables, des écharpes, etc. Il y avait une église qui jouxtait l'école, qui jouxtait le collège, et le bedeau ou le surveillant, ben, il ramassait tout ce qu'il trouvait et il mettait ça au pied de la statue de Saint-Antoine de Padoue. Comme ça, comme ça, on retrouvait. Alors je me suis dit, mais est-ce que, et j'ai vérifié, comment dire, cette pratique avait cours dans plusieurs autres écoles catholiques de la région de chez moi. Je me dis, mais au fond, pourquoi est-ce que l'abbé Bigot n'aurait pas fait la même chose, déposé un message au pied de l'effigie de Saint-Antoine de Padoue, qui informe l'un de ses successeurs de ce qu'il y a sous l'église du tombeau des seigneurs et des trésors ils sont. Voilà. Et je pense effectivement c'est comme ça. Je pense qu'effectivement Saunière et Monseigneur Billard étaient en affaires pour toutes sortes de choses, notamment pour du vin de messe, mais je pense aussi,
parce que je pense aussi que, que Biard avait un œil sur le trésor. Il faut savoir qu'en fait, ce trésor, ce sont des dépôts qui ont été faits par les évêques et les archevêques depuis l'époque des Visigoths, depuis l'époque de l'invasion maure et par Monseigneur de Chantrac avant la Révolution. Ce sont des dépôts, des trésors d'évêchés, si on veut. Bon, et qui remontent donc très très loin, 1400 ans quand même pour les plus anciens, et que ça s'y trouve. Bon. Et donc, Saunière a dû, d'une façon ou d'une autre, trouver ces trésors. Je pense qu'il a même été informé par Monseigneur Biard qu'il y avait quelque chose à trouver, parce que l'information sur la sûreté du lieu qu'offrait le château était sûrement connue du temps au VIe siècle, au VIIe et au XVIIIe siècle, connue des évêques et des archevêques, qu'on soit à Carcassonne, à Alette ou à Narbonne, oui, c'est ça. Et que l'information s'est transmise, je dirais, de génération d'archevêques ou d'évêques. Bon, ces gens savaient qu'il y avait quelque chose. Et je suis certain que Biard était au courant. Regardez, par exemple, avant Biard, c'était Monseigneur de Bonne-Chose. Bon, j'ai pu mettre la main sur la vie de Monseigneur de Bonne-Chose. C'est écrit par un prêtre au XIXe siècle, 2 volumes, j'ai lu. Et on apprend là-dedans que Monseigneur de Bonne-Chose était, quand il faisait ses visites pastorales, donc il allait visiter des églises, il passait un temps fou à tout inspecter minutieusement comme s'il cherchait quelque chose. Bon. Et on sait qu'il n'a quitté, je dirais, comment dire, l'évêché de Carcassonne qu'après avoir tergiversé pendant des mois et des mois, il ne voulait pas quitter son poste à Carcassonne. Mais finalement, il a été monté à Évreux, mais il a recommandé avec une insistance particulière que ce soit son vicaire, qui était Biard, pour que ce soit Biard qui lui succède. Et Biard nomme Béranger Saunière à Rennes-le-Château. Maintenant, il est possible qu'il y ait d'autres prêtres de la région qui étaient aussi missionnés par Biard, en disant, bon, cherchez un peu dans votre église pour voir si... Bon. Et à un moment donné, comment dire, Saunière a rendu visite à ses confrères, qui étaient probablement aussi missionnés, pour leur dire, mais cherchez plus, j'ai trouvé, c'est chez moi. Et il a invité ses 4 confrères à venir voir sa trouvaille à Rennes-le-Château. Voilà. Et je crois effectivement, d'ailleurs, plus tard, Saunière s'est confié à un de ses confrères, l'abbé Beau, UX, qui lui disait, mais mon cher ami, à vous voir mener si grand train, on pourrait penser que vous avez trouvé un trésor. Et puis il répond en patois, je ne vais pas le dire en patois, parce que je ne sais pas du quoi, mais il dit, oui, voilà, on me l'a indiqué, il emploie plutôt le terme on me l'a donné, comme si donné au sens canaille du terme, un donneur. Non, 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 donné. On me l'a donné, donc on me l'a donné, je l'ai préparé, je l'ai façonné à ma main et maintenant je le tiens. Je le tiens bien. Donc voilà. Et Patrick Monsieur, qui est un autre chercheur tout à fait honorable et bien connu, rejoint exactement. Enfin, je rejoins ce que Patrick Monsieur a écrit à ce sujet il y a déjà pas mal d'années. Et je pense effectivement que Saunière, au début, était. Il y avait une collusion avec l'évêque, avec Monseigneur Biard, et qu'il a, à un moment donné, il a rompu, je dirais, ce pacte, comme on l'avait dit, et il s'est approprié lui-même, je dirais, le trésor. Bien que je crois qu'il n'ait pas vraiment trouvé des choses. Il ne s'est pas enrichi avec ce trésor. Il est tombé sur un certain nombre de pièces qu'il a peut-être vendues, mais ce n'est pas ça qui l'a rendu riche. Ce qui l'a rendu riche, c'était le trafic de messes et les dons qu'il percevait de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie locale. Dernière chose, vos recherches actuelles, publications à venir. Et publications à venir, oui, en ce sens que, bon, ben, vu le succès, je dirais que
du livre La cryptomélier, ouais. cryptomélier, je me suis dit, mais il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Et donc, je suis en train d'écrire une seconde édition, si on veut, qui sera nettement plus étoffée, plus enrichie, et tout ça prend du temps. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Paul Saucès, pour cette interview pour la Gazette de Rennes-la-Chaux. C'était un honneur de vous avoir. Mais c'est moi. Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.